Nous sommes avec Marisol Touraine, qui est notre invitée, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Marisol Touraine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons être très concrets. Vous êtes ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales. Hier, le Premier ministre a présenté et a fait voter, malgré quelques abstentions. Tiens, vous en pensez quoi de ces abstentions socialistes sur ce vote sur les économies que doit faire l'État? Il y a eu un vote de soutien. Oui. Et maintenant, il s'agit de mettre en place le plan qui a été annoncé. Et nous allons donc travailler avec l'ensemble des parlementaires, y compris avec ceux d'ailleurs qui se sont abstenus. Parce que le temps maintenant, il est à la mise en œuvre concrète des mesures annoncées. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français? Ils attendent des résultats, de l'efficacité. Ils attendent des changements concrets dans leur vie quotidienne. Et donc j'appelle, moi, l'ensemble des parlementaires, et notamment ceux qui se sont abstenus, à travailler, à mettre en œuvre le plan, parce qu'il y a eu une décision majoritaire. Par calcul politique? Moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de machiavélisme dans tout cela. Je fais le pari que, ou confiance dans le fait que ces parlementaires avaient des convictions. Mais maintenant, il y a eu un vote majoritaire qui s'est exprimé. Il faut faire preuve de responsabilité. Ils doivent rentrer dans le rang. Il faut faire preuve de responsabilité. Travailler ensemble, ça veut dire travailler à la mise en place de ce qu'attendent les Français. Parce que si les Français veulent avoir confiance dans l'avenir du pays, il faut que les parlementaires leur envoient un message de confiance. Bien. 50 milliards d'euros d'économie, 10 milliards pour la santé. On est bien d'accord, hein, Marisol Touraine? Ce sont les chiffres. En 3 ans, hein, on est bien d'accord, jusqu'à 2017. Je vais vous citer une phrase. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. Qui a prononcé cette phrase? Beaucoup d'hommes ou de femmes politiques ont pu prononcer cette phrase. Et je pense que c'est François Hollande qui l'a prononcée. Le 22 janvier 2012 au Bourget. Oui, et François Hollande a repris cette formulation d'ailleurs parfois en Conseil des ministres en indiquant oui, nous avons une option qui est celle de sortir de la zone euro. C'est celle que propose le Front National et c'est une politique qui nous isolerait, qui reviendrait à nous marginaliser en Europe. Alors donc il n'y a qu'une seule politique possible? Il y a d'autres options possibles qui sont de dépenser ce que nous n'avons pas, qui consisterait à lâcher des ressources alors même que nous avons du déficit. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons à faire une politique qui vienne soutenir les entreprises, soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens à un moment où, en raison de, laxismes passés, qui ont été d'ailleurs partagés, nous n'avons plus grand-chose à mettre sur la table. Et donc c'est une exigence particulière qui nous revient, mais nous devons faire en sorte d'être responsables tout en étant attentifs à la situation de nos concitoyens, faire en sorte que nous puissions réduire les impôts parce que nous savons que c'est une attente des Français, des classes moyennes en particulier, et que nous puissions donner du pouvoir d'achat aux plus modestes d'entre nous. Et ce sont les choix qui sont faits, qui ont déjà commencé à être faits. Alors, et je suis certaine que nous allons pouvoir rentrer dans les détails. Oui, on va entrer dans les détails. Parce que sur les impôts, on ne va pas parler des impôts. Non, mais sur parlons les impôts, du pouvoir d'achat en matière de santé. Les Français sont en train de rédiger leur déclaration de revenus et ils se rendent compte que leurs impôts vont augmenter. Bien, mais... Il y a des décisions qui ont été prises l'année dernière. Il va y avoir un projet de loi de finances rectificative dans quelques semaines. Cela a été annoncé et ce doit être l'occasion notamment de prendre des mesures qui vont corriger certaines des choses qui ont été annoncées l'année dernière. Le Premier ministre l'a redit. Des corrections en matière fiscale. Le Premier ministre l'a redit hier. Des mesures vont être prises qui doivent permettre de diminuer, voire d'empêcher l'entrée dans l'impôt des catégories modestes qui, si rien n'était fait, se retrouveraient à payer des impôts alors qu'elles n'en payaient pas. Marisol Touraine, les retraités, donc, qui touchent moins de 1 200 euros bruts de pension seront épargnés, leur retraite sera revalorisée le 1er octobre prochain. Vous confirmez bien, hein? Leur retraite ne sera pas gelée, effectivement, contrairement à ce qui était initialement ça veut dire qu'elle sera alignée, la retraite, la pension sur l'inflation, qui sera de quoi? Comme c'était prévu. Qui soit de 0,6, 0,7. 0,6, 0,7%. Donc ce ne sont pas des sommes considérables, mais il y aura donc une revalorisation du pouvoir d'achat de ces concitoyens. 1 200 euros de retraite de la sécurité sociale et retraite complémentaire. Absolument. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Oui, retraite de la sécurité sociale, retraite qui parfois sont versées par d'autres régimes. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé dans leur vie. Combien de régimes de retraite en France? Oui, environ 35. 34, exactement, Marisol Touraine. Vous avez raison. 34 régimes de retraite. Mais comment va-t-on calculer?
C'est un casse-tête. Oui, c'est difficile, c'est compliqué. Et au fond, les Français n'ont pas besoin tellement de savoir comment nous allons faire en sorte de répondre à cet objectif qui a été fixé, cet impératif qui est maintenant le nôtre. Ça va être compliqué, c'est des opérations administratives, mais au fond, c'est l'arrière-cuisine. Et pour les Français, ça n'est pas ça qui va être important. Mais Marisol Touraine, si je vous dis que c'est compliqué, c'est qu'en octobre 2013, lors de l'examen de la réforme des retraites, vous disiez qu'il était impossible de connaître le détail des pensions des retraités. Aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il faut du temps pour... Donc il va y avoir de l'injustice là au milieu de tout ça. Ça veut dire que le travail à faire administrativement est très lourd et que à l'automne 2013, le choix que j'ai fait pour le gouvernement, c'est de dire plutôt que de prendre le temps des travaux qui sont à mener et qui sont nécessaires, eh bien privilégions la rapidité et l'efficacité. Et j'ai fait le choix à ce moment-là. Donc rapidité, efficacité en octobre, mais moins de rapidité, moins d'efficacité en avril. Laissez-moi terminer. J'ai fait le choix à ce moment-là de proposer une revalorisation immédiate d'une aide concrète qui permet d'acheter une complémentaire santé pour les retraités modestes. Et donc, on a donné 50 € de plus aux retraités, aux personnes de plus de 60 ans, avec des petites pensions, pour pouvoir acheter une complémentaire santé. Là, nous avons un peu plus de temps devant nous. Et combien donc, nous allons jusqu'en octobre, pas trop de temps. Nous allons faire en sorte d'aboutir et de mettre en place le système qui ensuite d'ailleurs sera utile. L'informatique, il va falloir trouver un logiciel, ça va coûter un peu d'argent, ça. Enfin bon, en tout cas, l'objectif il est fixé, le cap il est fixé. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas eu une parole hier et une parole différente aujourd'hui. Il y a simplement eu, à l'automne dernier, la volonté au fond de répondre à la difficulté qui était posée, qui était la même. Comment faire en sorte que les petites retraites, les retraités modestes plutôt, ne soient pas pénalisés. Nous avons considéré qu'il y avait une autre façon de faire, parce que les enjeux de santé sont des enjeux très importants et les retraités, c'est logique d'ailleurs, dépensent plus que la moyenne des Français pour leur santé. Et donc en leur apportant une aide complémentaire pour pouvoir bénéficier d'une mutuelle, disons, ou d'une complémentaire santé, c'était une bonne réponse, efficace, rapide, mais ce qui sert une fois ne sert pas nécessairement deux fois. Dans le domaine de la santé, 10 milliards d'euros d'économies à faire en 3 ans. On va entrer dans le détail. Réduction des séjours hospitaliers, dites-vous. Séjours moins fréquents et moins longs. Vous voulez doubler le rythme de croissance de la chirurgie ambulatoire. Une opération sur 2 en 2016, c'est votre objectif ? Oui, Jean-Jacques. Une opération sur 2 en ambulatoire. Ce que je veux vous dire, c'est que la clé pour moi, le fil conducteur, c'est de réaffirmer que, comme depuis 2 ans, il n'y aura pas d'affaiblissement de la prise en charge de nos concitoyens. Il n'y aura pas de déremboursement, pas de franchise, de forfait qui ne seront pas prises en charge. Je le dis parce que, au fond, c'est une tentation qui pourrait exister. Et d'ailleurs, la droite l'a fait. Ça n'a pas empêché les déficits de se creuser. Je veux rappeler, c'est un des rares chiffres que je vous donnerai, que depuis 2 ans, le déficit de l'assurance maladie a été réduit. On parle toujours du déficit comme si on ne pouvait rien faire contre cela. Des efforts ont été demandés aux hôpitaux, aux professionnels de santé. Ces efforts, ils donnent des résultats puisque nous avons réduit le déficit de la sécurité sociale sans remettre en cause la qualité de la prise en charge. Eh bien, je vais continuer comme cela et en gros, c'est parce que nous allons réformer, réorganiser notre système que nous allons pouvoir faire des économies. Pour moi, la priorité, c'est pas les économies, c'est les économies qui résultent d'une réorganisation du système qui doit aussi permettre aux gens d'être plus confortables dans leur manière de se faire soigner. Donc réduction des séjours hospitaliers, réduction de la prescription. Oui, quand vous dites réduction des séjours hospitaliers, entendons-nous bien. Les gens qui ont besoin de rester à l'hôpital, ils resteront à l'hôpital. Non, je veux rassurer parce que certains disent, au fond, on va nous dire, on est opéré, puis 2 jours après, on nous oblige à sortir. On n'obligera personne à sortir plus vite que nécessaire. Il y a des opérations pour lesquelles il n'est pas utile de rester dormir à l'hôpital ou de rester très longtemps. Par exemple, et puis, à l'inverse, les gens qui travaillent dans ces services
service la nuit pourront être affectés à d'autres missions, pourront mieux accompagner les patients. Il y a déjà des cas, des hôpitaux dans lesquels ça se fait. Et donc c'est cela que nous voulons mettre en place de façon plus large. Réduction de la prescription d'actes médicaux. C'est vrai que parfois on fait des radios inutiles, des analyses multiples. Écoutez, franchement, non, je suis d'accord. Ça, c'est du bon sens. Au fond, on a tous vécu, vous comme moi, j'imagine, que on va voir un médecin, on fait une radio, on va à l'hôpital, on refait la radio, et tout ça finit par coûter cher. Comment faire croiser les services informatiques? Il faut d'abord, évidemment, avoir des échanges de services informatiques, et en attendant, parce qu'il ne s'agit pas de se dire simplement il faut arranger les services informatiques, nous allons travailler à la mise en place de mécanismes d'autorisation préalable, donner des deuxièmes avis médicaux de façon rapide et plus systématique. C'est une discussion que j'engage avec les médecins qui sont très partants, avec les hôpitaux qui sont très partants, parce qu'ils préfèrent affecter l'argent à ce qui est directement utile, évidemment. Au passage, le médecin référent. Oui. Il a un rôle important à jouer. Il a un rôle important. Bien sûr. Ça coûte pas un peu d'argent non. Le médecin traitant. C'est une bonne idée, le médecin traitant. Le médecin traitant, c'est essentiel. Le médecin traitant, c'est le médecin généraliste, c'est parfois le cardiologue, le diabétologue. Le médecin traitant, c'est essentiel parce que c'est lui qui a une vision globale de ce qui vous arrive, qui vous adresse. Et moi, je veux même en faire le centre de notre système de santé, que les gens aient davantage de facilité à aller voir un professionnel de santé près de chez eux, plutôt que d'aller taper à la porte de l'hôpital. Troisième axe, la baisse du prix des médicaments, 3,5 milliards d'euros d'économie en 3 ans, c'est ce que vous annoncez. Alors, trop de médicaments, trop de marques, trop cher, c'est ce que vous dites. Vous allez imposer des baisses de prix? Oui, nous allons travailler avec l'industrie pharmaceutique à des baisses de prix. Ce qui est important, c'est de pouvoir financer l'innovation. Plusieurs exemples pourraient être donnés, mais il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le traitement que l'on a trouvé contre l'hépatite C, pour soigner l'hépatite C. L'hépatite C, elle a des traitements aujourd'hui avec des effets secondaires assez difficiles. On a un traitement, c'est innovant. Ça va coûter cher, il va falloir évidemment encadrer le prix, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quel prix, il faut trouver le juste prix. Mais l'innovation doit être rémunérée. En revanche, cela suppose que nous payons moins cher des médicaments qui sont sur le marché depuis plus longtemps. Nous devons consommer moins de médicaments. Je le dis souvent lorsque je viens vous voir. Et des médicaments génériques. Et des médicaments génériques. Vous allez engager des grandes campagnes de communication. Nous allons engager des campagnes. Il faut rassurer les Français, qui d'ailleurs se sont mis au générique plus que ce qu'on dit, puisque dans les pharmacies, on voit que les pharmaciens ont maintenant moins de difficultés pour proposer des génériques. Et il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de médicaments génériques. Et des médicaments vendus à l'unité? Toujours pas en France? Nous allons lancer l'expérimentation à partir dans quelques semaines. Je vais c'est intéressant, ça. Vous allez lancer quelques jours. Comment? C'est-à-dire comment? Nous allons justement voir quelles sont les différentes façons de faire. Est-ce que les médicaments arrivent dans des sacs depuis les industries? Est-ce que c'est le pharmacien qui va ouvrir les boîtes et donner 3 pilules à celui qui a besoin de 3 pilules? Nous travaillons à cela avec les pharmaciens. Donc vous allez lancer l'expérimentation en France? Il y aura plusieurs régions qui vont accepter l'expérimentation, dont l'Île-de-France. Et dans quelques petites semaines, je ferai un déplacement pour montrer comment on va essayer de réduire justement les médicaments qui se retrouvent sur les armoires à pharmacie. C'est une révolution en France, c'est sur la les première armoires fois. À pharmacie qui ne servent à rien et qui finissent par se retrouver à la poubelle, ce qui n'est quand même pas très satisfaisant. Bien, Marisol ni pour la sécurité sociale, sur les médicaments, ni pour les Français. La fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge, la maladie grave des yeux. Un seul médicament utilisé en France, je rappelle le Lucentis, qui est fabriqué par Novartis, laboratoire suisse, une injection par mois, 900 €. Un autre médicament, l'Avastin, fabriqué par Roche, est efficace aussi contre la DMLA, 30 à 50 €, même quantité de produits. Oui, mais ce médicament est interdit d'utilisation en France. Non, il n'est pas interdit d'utilisation, il n'a pas reçu une autorisation pour cette maladie-là. Mais alors, est-ce qu'il faut la donner, cette autorisation? Oui, je souhaite que l'on puisse avancer. Nous avons besoin de textes de loi. La législation européenne est ainsi faite que lorsqu'il y a des autorisations de mise sur le marché, elles doivent être respectées, parce qu'on ne peut pas
pas, pour ce médicament, souhaiter qu'elle ne soit pas respectée, et pour d'autres médicaments, par exemple le Mediator, s'étonner de ce que on ait utilisé un médicament pour autre chose que ce qui était prévu. Et donc il y a actuellement un texte que j'ai envoyé au Conseil d'État pour examen, qui doit nous permettre ensuite d'ouvrir le jeu et faire en sorte que l'Avastin puisse être utilisé. C'est en tout cas ma volonté. En Italie, les 2 labos ont été condamnés pour entente illicite, vous le savez. Par ailleurs, une démarche a été engagée auprès de l'autorité de la concurrence. C'est une autorité indépendante, elle va faire son enquête et elle dira s'il y a eu entorse aux lois de la concurrence, s'il y a eu, disons, j'ai vu l'UFC Que Choisir qui dit que vous êtes passive sur ce dossier. Non, écoutez, et elle demande, l'UFC Que Choisir demande l'association, une commission d'enquête parlementaire. Écoutez, ça, les parlementaires se prononceront sur la commission d'enquête, c'est de la responsabilité des parlementaires. Ma responsabilité de ministre, c'était justement de ne pas être passive et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'autorité de la concurrence et je regrette que ce journal, pourtant bien informé, ne le soit pas suffisamment. Réduction des dépenses administratives dans les hôpitaux aussi. Là aussi, il y a des économies à faire. Tiens, les ARS. Quels sont les effectifs des agences régionales de santé? Disons par exemple une agence régionale moyenne, c'est environ 400 personnes. C'est pas trop ça, non? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'administratifs dans les hôpitaux, dans les ARS, dans les... Non, franchement. C'est beaucoup, il y a beaucoup de médecins aussi et de professionnels dans ces agences. Les effectifs, malheureusement, vous direz, ces agences réduisent, puisque dans le cadre de la maîtrise des effectifs, nous avons aussi des contrôles sur les agences régionales de santé. Mais ces agences, elles sont là pour mettre en place justement des structures de soins de proximité. Si vous voulez faciliter l'arrivée de médecins dans des déserts médicaux, dans des zones rurales, il faut bien aller chercher les étudiants. Si vous voulez faire en sorte de suivre les comptes des hôpitaux pour être sûr qu'ils ne tombent pas dans le rouge, il faut avoir des personnels dans les agences. Ils ne sont pas si nombreux que cela. Honnêtement, nous les maîtrisons dans le cadre de la maîtrise des effectifs. Ce que j'ai indiqué pour les hôpitaux, c'est que sur un même territoire, là encore, il faut faire preuve de bon sens. Au fond, quand sur un même territoire, vous avez plusieurs hôpitaux, et c'est une bonne chose, parce qu'il faut des hôpitaux de proximité, il n'est pas forcément utile que vous ayez plusieurs services de comptabilité, plusieurs services de blanchisserie. C'est pas que l'administration. On peut mutualiser les pharmacies, on peut mutualiser les actes de biologie. Eh bien, de cette manière-là, nous ferons des économies sans toucher aux soins et à la qualité des soins. Moi, je suis attachée à ce que les Français puissent aller dans des structures près de chez eux pour des soins courants, parce que c'est de cette manière-là qu'on évitera l'engorgement dans des grands centres hospitaliers. Le prix du tabac, il y aura des hausses avant la fin de l'année ? Écoutez, la discussion va s'ouvrir. Je ne peux pas apporter de réponse à ce jour. Vous savez, ma position, elle est bien connue. Je crois que nous devons tout mettre en place pour faire en sorte que le tabagisme recule. Je trouve que il y a trop de fumeurs. Et augmenter les prix, c'est la meilleure des solutions. Ça n'est pas la seule solution. C'est une des solutions parmi d'autres. On sait que l'augmentation... Mais il y aura hausse des prix avant la fin de l'année, Marisol Touraine. La décision n'est pas prise. On parle de juillet. La décision n'est pas prise, donc je ne peux pas vous répondre. Mais l'augmentation des prix est un élément. Moi, je suis en faveur d'une augmentation des prix. Mais augmenter les prix sans rien faire d'autre, ça n'est pas utile. Et il faut des campagnes d'information, notamment un peu plus, trash, diraient les jeunes, en direction des jeunes. C'est ce qui va se faire. Qu'on leur montre les dangers. Oui, je voudrais qu'il y ait des campagnes plus, qui prennent un peu plus aux tripes. Parce que quand vous avez 15 ans et qu'on vous explique que quand vous en aurez 50, vous avez un risque d'avoir un cancer, quand vous avez 15 ans, 50 ans, c'est le bout de la vie. Donc, au fond, on ne prend pas ces décisions à 15 ans en fonction de l'avenir. Cigarettes électroniques interdites dans les lieux publics à New York. Oui. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France? J'ai indiqué que je souhaitais qu'on puisse avoir le plus de lieux publics interdits à la cigarette électronique. D'ores et déjà, a été votée l'interdiction de la vente de la cigarette électronique aux mineurs. Et vous savez qu'il y a des études aujourd'hui qui sortent, qui sont d'ailleurs contradictoires les unes avec les autres. Et ma position est assez simple. Il vaut mieux fumer la cigarette électronique que fumer la cigarette classique. Si ça permet d'arrêter,
c'est quand même mieux et c'est probablement moins nocif que la cigarette classique. Mais si on peut ne rien fumer du tout, c'est mieux. Et donc moi je ne voudrais pas qu'à travers la cigarette électronique, on redonne au fond l'envie du geste. L'envie du geste et l'envie du tabac. Et l'envie du goût du tabac, même si évidemment. Il n'y a pas absolument. Alors Marisol Touraine, oui, mais alors est-ce qu'il faut interdire cette cigarette électronique, je sais pas moi, dans les cafés, dans les restaurants, dans les lieux publics? Dans les gares, dans les... Vous savez qu'il y a déjà des lieux publics dans lesquels c'est interdit, par exemple dans les trains, dans les avions, c'est dans interdit. Les trains et les avions, Je vais présenter une loi de santé publique autour de l'été et nous allons, avec les parlementaires notamment, déterminer les lieux dans lesquels... Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait l'interdiction dans un certain nombre de lieux publics. C'est-à-dire les gares, là où il y a beaucoup de monde, là où il y a des enfants, là où il y a des jeunes, là où le geste peut... Donc les terrasses de café, les gares, enfin tous les lieux publics où il y a du monde, quoi. Je trouve qu'il faut faire en sorte que même les parcs et jardins publics. Les parcs et jardins, aujourd'hui, vous pouvez fumer la cigarette tout court. Donc moi, je le regrette d'ailleurs, puisqu'il y a des enfants, donc je le regrette. Mais aujourd'hui, ça n'est pas interdit. Et il faut d'ailleurs avancer, pas simplement à coup d'interdiction, il faut aussi avancer avec des conventions, que des maires puissent créer des lieux sans tabac dans leur ville. Moi, je serais favorable à ce que des mairies disent que telle plage est sans tabac, que tel jardin public est sans tabac, et pourquoi sans pas tabac et les sans cigarette électronique. Et sans cigarette électronique. Mais ça, c'est aussi de la responsabilité des élus. Dernière question, les sages-femmes. Toujours pas de changement de statut de leur profession? Il y a un changement de statut. Toutes ne sont pas d'accord. Elles demandent le statut de profession médicale. Mais elles l'ont. Et elles l'auront. Elles auront le statut de sage-femme des hôpitaux. Profession sage-femme médicale des hôpitaux. Donc le statut médical des sages-femmes sera clairement reconnu. Un texte va être publié. Elles seront toujours dans le cadre hospitalier, et c'est cela que certaines contestent. Elles voudraient avoir le même statut que les médecins, ou que les dentistes. Crois que les sages-femmes ont un rôle particulier, et en même temps, moi je suis attachée à ce que tout le monde puisse travailler ensemble, de manière coopérative, au sein de l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas chacun pour soi, c'est tout le monde ensemble, et ce nouveau statut, il va voir le jour. Nous avons d'ailleurs engagé les discussions sur la rémunération des sages-femmes ces jours-ci, et donc j'espère que nous pourrons aboutir rapidement. Merci Marisol Touraine, 8h58. Bonne journée à vous, Jean-Jacques Bourdin.